Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va commencer le nouveau chapitre du capital humain et donc ça c'est le troisième modèle dans les théories de la croissance endogène. On a déjà commencé une introduction générale, puis on a vu le modèle AK où on a vu le rôle des externalités et comment on peut avoir au niveau microéconomique des rendements d'échelle constants, mais au niveau macro des rendements d'échelle croissants. Et après cela, on a vu le modèle de Barrow avec l'investissement dans le capital public et comment cet investissement dans dans les dépenses publiques peut mener à une croissance auto-entretenue. Donc, il nous reste deux modèles, le modèle du capital humain et le modèle de l'innovation. Et enfin, on conclut avec une conclusion générale sur l'ensemble des modèles de croissance. Ce chapitre, je vais commencer par une introduction générale, puis présenter l'approche microéconomique du capital humain, et après cela, présenter l'approche macroéconomique et comment on peut introduire les modèles de capital humain avec la croissance. Et finalement, je vous présente le modèle de Lucas. Et d'ailleurs, je vous ai envoyé un document PDF avec la dérivation détaillée du modèle de Lucas, puisque dans les diapos, il n'y a pas assez de détails. De manière générale, le capital humain, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, c'est l'ensemble donc des caractéristiques des agents économiques qui concourent à améliorer leur productivité au travail et ou leur capacité à innover et à perfectionner les techniques de production. Et donc, cela veut dire que ce capital humain, c'est un capital, donc il faut y investir. Et la conséquence de ça, c'est que ça améliore la productivité du travail, ce qui est normal parce que les gens mieux éduqués vont avoir une productivité qui est meilleure. Et bien entendu, c'est un stock comme n'importe quel capital. Et donc, puisque c'est un stock, cela veut dire que ça va augmenter à travers le flux d'investissement. Et ce flux d'investissement sera par exemple les années d'éducation pendant lesquelles on va étudier afin d'améliorer notre stock de connaissances. OK? Bien entendu, ce capital humain est affecté par plein d'autres facteurs tels que la santé, la nutrition et c'est la raison pour laquelle il y a plein de pays qui ont qu'en général, quand le niveau du capital humain est élevé, cela veut dire que aussi bien l'éducation et la santé ont un niveau élevé. Parmi les premiers modèles qui ont traité de ça, c'était le modèle de Mincer, qu'on va voir en détail plus tard. Et donc, c'est un modèle qui est au niveau microéconomique et qu'on appelle le modèle du capital humain, Human Capital Model, suivi par d'autres modèles, celui de Schultz de 61, de Becker 64. Et en général, le point important dans la plupart de ces modèles, c'est que on suppose que les choix d'éducation formalisés sont des choix rationnels d'agents optimisateurs. Ce qui veut dire que pourquoi c'est un choix rationnel? Parce que les agents économiques choisissent entre soit travailler et produire, et dans ce cas, on ne va pas étudier parce que quand je travaille, je n'étudie pas. Ou bien je vais étudier et ne pas travailler, et si j'étudie sans travailler, cela veut dire que je suis en train d'investir maintenant dans mon capital humain pour que plus tard, mon capital humain soit plus élevé. Et c'est la raison pour laquelle je vais pendant toute ma vie comparer sur la durée de mon cycle de vie la valeur présente des gains à attendre de l'éducation et les coûts qui sont engagés. Parce que bien entendu, l'éducation a un certain coût. Et le coût, il est de deux natures. D'une part, parce que ça me coûte, c'est-à-dire quand j'étudie, je dois payer les frais de scolarité, je dois payer le prix du diplôme que je vais avoir. Donc ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il y a un coût d'opportunité parce que je ne vais pas toucher le salaire
que j'allais toucher si j'avais commencé à travailler. OK? Et donc, ça, c'est la raison pour laquelle il y a un choix à faire. Au niveau microéconomique, donc on voit ce tableau représente la rentabilité microéconomique de l'éducation et on voit bien que en général, dans la plupart des pays, les personnes qui ont suivi des études ont un salaire plus élevé et sont moins confrontées au risque du chômage. Et ça, ce qu'on appelle la rentabilité salariale, c'est-à-dire ce qu'apporte une année supplémentaire d'éducation au niveau du salaire. Et donc, on voit bien que dans la plupart des pays, que ça soit donc en général pour l'ensemble des pays donc de l'OCDE, l'Allemagne, le Canada et les autres pays, on voit bien que en général, le plus on étudie, le plus l'année supplémentaire d'études apporte un salaire élevé. Et c'est la raison pour laquelle cela veut dire que l'investissement dans le capital humain améliore le salaire. D'où l'idée de ce modèle du capital humain. Et pour l'idée du modèle de capital humain, qu'on appelle l'équation de Mincer de 1959, on a un modèle où j'ai une variable dépendante et d'autres variables indépendantes. Donc la variable dépendante, c'est le log du salaire réel. OK, donc ça c'est ma variable dépendante. Et mes variables indépendantes, ce sont des variables d'abord qui décrivent la formation initiale, c'est-à-dire quel type de formation j'ai eu, formation primaire, secondaire, préparatoire, université, master, doctorat et ainsi de suite. D'autres variables qui décrivent l'ancienneté ou bien l'expérience, c'est-à-dire ça fait combien de temps que je travaille, parce que bien entendu, le plus j'ai une expérience, le plus mon salaire sera plus élevé. Et le plus je vais étudier, le plus j'aurai aussi un salaire élevé. Et donc ça, c'est les deux premières variables. Troisième ensemble de variables, ce sont des variables qui captent des caractéristiques individuelles telles que le sexe, la nationalité, la profession et ainsi de suite. Par exemple, sur le marché égyptien et sur plein d'autres marchés, le fait d'être une femme réduit le salaire à cause de la discrimination sur le marché du travail. Si je suis un travailleur étranger, peut-être je vais avoir un salaire qui est plus élevé. Et donc ça, c'est par nationalité. Pour la profession, si je travaille par exemple dans le secteur bancaire, cela veut dire que je vais avoir un salaire plus élevé que si je travaille à l'université ou si je travaille à la fonction publique, et ainsi de suite. Et puis, on a aussi des caractéristiques collectives, ce qui veut dire, si par exemple je travaille dans le secteur des services, je vais avoir un salaire plus élevé que si je travaille dans le secteur industriel. Ou bien si je travaille au Caire, je vais avoir un salaire qui est plus élevé que si je travaille à El Menia, par exemple. Et par la suite, l'idée de cette équation, c'est qu'elle permet d'obtenir des estimations, toutes choses égales par ailleurs, des effets de la formation et de l'éducation. Parce que vous savez bien que dans la plupart des modèles économétriques, on raisonne d'un point de vue de toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire je regarde l'impact d'un facteur ou bien d'une variable indépendante sur ma variable dépendante en maintenant constante les autres variables. Et donc cette équation de Mincer, peut-être je vais vous l'écrire et vous l'envoyer dans un autre document. Elle permet d'examiner l'impact de différentes variable sur le log du salaire réel. Et c'est la raison pour laquelle on appelle ce modèle le modèle du capital humain. Pourquoi? Parce qu'il montre, au niveau microéconomique bien entendu, pourquoi? Parce qu'il montre comment des années d'études supplémentaires vont mener à un salaire réel
qui est... bien entendu, dans ce genre de modèle, il y a plusieurs remarques à faire. Une première remarque, c'est que parfois on se contente souvent de mesurer la formation initiale par sa durée, parce que je regarde juste le nombre d'années d'études. Mais je ne regarde pas le contenu de la formation. Ce qui veut dire, par exemple, je ne tiens pas compte de la qualité d'éducation ou bien de ce que j'ai étudié. Est-ce que j'ai étudié plutôt sciences ou lettres, par exemple? Et donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que cette estimation souffre d'un problème qu'on appelle le biais de sélection. Et ça, c'est un modèle, ça, c'est un problème empirique qui est très important à comprendre. Et donc, je vais l'expliquer en détail parce que ça vous sera utile en général. Et donc, c'est quoi l'idée de ce modèle, de ce biais de sélection dans le modèle de Mincer? C'est que, de manière générale, je n'observe un salaire que pour les gens qui travaillent. Ce qui est normal, parce que les gens qui ne travaillent pas n'ont pas de salaire. Et par la suite, cela veut dire que j'aurai un échantillon dans lequel je n'ai que les gens qui travaillent. OK? Et il se peut que les gens qui travaillent aient des caractéristiques différentes par rapport aux gens qui ne travaillent pas. Et par la suite, si je veux examiner l'impact de l'éducation sur le salaire, ça va surestimer l'impact de l'éducation sur le salaire. Pourquoi? Parce que déjà, mon échantillon n'inclut que les gens qui travaillent. Et les gens qui travaillent ont un niveau de formation qui est peut-être plus élevé. Et par la suite, ce niveau d'éducation, il capte le fait que les gens travaillent, non le fait qu'ils vont avoir un salaire plus élevé. OK? Et ça, c'est l'idée générale du biais de sélection, qu'on appelle en anglais selection bias. Et c'est ce qui fait que le rendement de l'éducation tend à être surestimé. Donc, je répète cela, c'est que un biais de sélection est lié au fait que je vais, donc déjà, ce que veut dire biais de sélection, c'est-à-dire je vais faire une certaine sélection qui va biaiser mes résultats. Biaiser veut dire yatahayyaz. Et alors, cela veut dire que, pourquoi je vais sélectionner? Parce que je vais avoir un échantillon qui n'inclut que les gens qui travaillent. Comme si j'avais sélectionné uniquement les gens qui travaillent. Et il se peut que les gens qui travaillent ont un salaire, ont des caractéristiques qui sont différentes des personnes qui ne travaillent pas. Des caractéristiques intrinsèques ou bien des années d'éducation plus importantes ou toute autre caractéristique. Et par la suite, cela veut dire que la variable d'éducation que j'ai introduite dans mon modèle et pour laquelle j'examine l'impact de cette variable sur le salaire, elle ne capte pas en réalité uniquement l'impact de l'éducation sur le salaire, mais elle capte aussi l'impact de l'éducation sur la probabilité de travailler. OK? Et c'est la raison pour laquelle, si je considère juste que cette variable examine que cette variable capte l'effet de l'éducation sur le salaire, ça va surestimer son impact, parce qu'en réalité, ce n'est pas uniquement l'impact de cette variable sur le salaire, mais aussi l'impact de cette variable sur la probabilité de travailler. Et c'est la raison pour laquelle l'effet de l'éducation tend à être surestimé, sur le salaire bien entendu. Et alors, pour éliminer ce biais, ce qu'on peut faire, c'est, parfois par exemple, on peut introduire le quotient d'intelligence, parce que dans ce cas, le quotient d'intelligence, il va capter les caractéristiques intrinsèques des individus
pour voir comment le quotient d'intelligence affecte mon salaire. Ou bien deuxième méthode, c'est adopter donc une méthode d'estimation sur des données de jumeaux homozygotes. Ce qui veut dire que homozygote, pourquoi? Parce que je vais avoir deux individus identiques. Ces deux individus, peut-être quelqu'un d'eux travaille, va avoir une formation différente et par la suite il peut avoir un salaire différent par rapport à son jumeau qui lui ne travaille pas. Et par la suite, leurs caractéristiques intrinsèques seront identiques. Et donc, je ne vais pas surestimer l'impact de l'éducation sur le salaire. Troisième méthode, et c'est la plus importante, c'est l'estimation en deux étapes avec variable instrumentale. Et qu'est-ce que veut dire une variable instrumentale que vous allez voir en détail dans le cours d'économétrie plus tard? Donc, c'est une méthode d'estimation qui consiste à faire une estimation en deux étapes. Comment en deux étapes? Donc, comme je l'ai dit, ma variable dépendante, c'est le salaire réel. OK? Et comme je l'ai dit, je n'observe un salaire que pour les gens qui travaillent. Ce qui veut dire que je veux faire une estimation en deux étapes. Ou, dans un premier temps, je veux examiner les déterminants pour qu'une personne travaille par rapport à celle qui ne travaille pas. OK? Donc ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, après avoir estimé la probabilité de travailler, quel est l'impact de ça sur le salaire? Autrement dit, je vais avoir un premier modèle dans une première étape où ma variable dépendante est la probabilité de travailler. OK? Et je vais examiner les différentes variables qui déterminent la probabilité qu'une personne travaille par rapport à une personne qui ne travaille pas. Une fois que j'ai déterminé cela, j'introduis cette variable dépendante du premier modèle comme une variable indépendante dans la deuxième étape. Et c'est quoi ma deuxième étape? C'est un modèle où la variable dépendante est le salaire et ma variable indépendante, c'est toutes les autres variables que j'avais déjà citées, en lui ajoutant aussi la probabilité de travailler. Et comme ça, je suis sûr que je n'ai pas un biais de sélection. Pourquoi? Parce que dès la première étape, j'ai aussi bien les gens qui travaillent qui ne travaillent pas. Et j'estime la deuxième étape en fonction de la première étape. Peut-être on va redevoir discuter de ça lors de notre appel sur Zoom, mais il faut juste comprendre que si je me contente du modèle normal où j'ai la variable dépendante, le salaire, sans prendre en considération le biais de sélection, ça surestime l'impact de l'éducation sur le salaire. OK? Au niveau macro, le modèle il est plus intuitif et en fait il existe plusieurs méthodes pour introduire le capital humain au niveau macro. Bien entendu, au niveau macro, pourquoi cette approche elle est parfois plus avantageuse? Parce que l'approche micro, elle ne prend pas en considération les différentes externalités et si vous vous rappelez, dans tous les modèles de la croissance endogène qu'on avait déjà vus, l'idée des externalités, elle est très importante. Pourquoi elle est très importante? Parce que c'est grâce à ces externalités que la productivité marginale va devenir non décroissante. OK? Et bien entendu, les externalités de capital humain, que ce soit lié au savoir ou aux connaissances, peuvent
peuvent avoir un impact important parce que si par exemple vous allez côtoyer des collègues qui ont de connaissances avancées, vous allez pouvoir, ça va vous donner plus d'incitation pour améliorer vos connaissances. Et alors, si je suis par exemple dans une classe où tous les étudiants sont de bons étudiants, ça va me donner plus d'incitation à étudier. Mais si je suis dans une classe où tous les étudiants ne sont pas bons, donc ça va me désinciter ou bien me décourager. Et c'est la raison pour laquelle il existe des externalités au niveau du capital humain. Donc ça c'est premier point. Deuxième point, c'est les externalités entre générations. Parce que si vos parents investissent beaucoup dans l'éducation, dans leur propre éducation, si par exemple ils ont fait une thèse, ils seront incités à dépenser plus sur votre éducation. Par exemple, ils vont vous encourager à faire un master ou une thèse et ainsi de suite. Et dernière externalité, c'est l'ensemble donc des externalités qui opèrent à travers le progrès technique. Parce que bien entendu, si on va innover ou bien inventer de nouveaux ordinateurs, de nouveaux logiciels, on va avoir besoin de personnes qui peuvent utiliser ces logiciels et des gens qui améliorent ces logiciels et par la suite, ça crée des externalités. Et puisque on a des externalités tant au niveau des individus qu'au niveau des générations qu'au niveau du progrès technique, il faut raisonner au niveau macro. Ok? Pour introduire cela au niveau macro, il y a trois approches. Première approche, c'est le modèle de Solow avec capital humain, que vous avez déjà vu dans le papier de Mankey, Romer et Weil, qui a été présenté par Kathleen Schubert, et que vous avez partiellement vu aussi dans le TD. Sauf que cette approche, elle n'est pas vraiment très satisfaisante. Pourquoi ? Parce que le capital humain, il joue exactement le même rôle dans la production que le capital physique, et il s'accumule de la même façon. Et en réalité, c'est peu intéressant parce que je ne prends pas en considération les spécificités du capital humain. Et donc ça c'est la première approche que vous avez déjà vue dans le modèle de Mankey, Romer et Weil, où on a une fonction de production normale et j'introduis le K, le L et le H en même temps. Ok? Donc ça je ne vais pas présenter parce que vous l'avez déjà vu. Deuxième approche, c'est introduire une loi d'accumulation qui est spécifique au capital humain. Et c'est ça ce qu'on va voir en détail. Et donc ça c'est le modèle de Lucas. Pourquoi il est intéressant? Parce que dans ce cas, je vais prendre en considération les caractéristiques spécifiques du capital humain et je vais prendre en considération le fait que l'agent économique va faire un choix entre soit étudier, soit travailler et produire. Ok? Troisième approche, c'est l'approche où je vais modéliser des générations d'agents à durée de vie finie. Ce qui veut dire que je vais prendre en considération la transmission intergénérationnelle, c'est-à-dire entre les générations du capital humain. Comme je l'ai dit, vos parents, ils vont vous transmettre leur stock de connaissances pour que vous aussi vous investissiez dans votre éducation et par la suite ça améliore votre niveau, vous allez avoir des enfants, vous allez leur transmettre un stock de connaissances et ainsi de suite. Et donc, ce choix d'éducation sur le cycle de vie des agents est important à prendre en considération parce que ça permet la transmission d'une génération à l'autre du capital humain. Ok? Donc ça, ce sont les trois approches à travers lesquelles on peut étudier le rôle du capital humain dans la croissance. Un autre point important, c'est que dans des modèles plus récents, on peut aussi
lever l'hypothèse d'agents identiques et introduire une hypothèse où les agents sont hétérogènes. Ça veut dire quoi hétérogène? Ça veut dire que par exemple, moi, j'aurai des caractéristiques différentes de mon ami, et mon ami va avoir des caractéristiques différentes de son frère et de sa sœur, et par la suite, chacun de nous va avoir des aptitudes différentes de l'autre. Bien entendu, c'est plus réaliste parce que nous tous, on est hétérogènes, et donc on ne peut pas supposer qu'on a un agent représentatif. Mais ça, on ne va pas le couvrir là dans cette partie. Passons maintenant au modèle de Lucas. Donc je vais présenter de la manière la plus détaillée ce modèle dans ma présentation orale, et je vous ai envoyé aussi un document PDF détaillé avec la dérivation du modèle lui-même. Supposez que ça c'est une version très simplifiée du papier lui-même, mais il faut lire le papier parce que ça vous permet de voir le papier initial lui-même, comment il a été fait, et de comprendre l'idée générale de ce papier. Et puis on parle du papier lors de notre rendez-vous sur Zoom. Donc on va supposer que j'ai un modèle à deux secteurs, l'un qui est consacré à la production de biens et l'autre à la production du capital humain. Ce qui veut dire que je dois choisir entre est-ce que moi en tant que personne, je vais produire un bien ou bien investir dans mon capital humain. Ok? La fonction de production du secteur de production du bien, et c'est une fonction de production Cobb-Douglas normale, où j'ai YT qui est égal à KT alpha, 1 moins U, HT, 1 moins alpha. Et donc, cela veut dire qu'il y a deux facteurs de production, le K et le H. Le K, c'est le capital, le H, c'est le stock de capital humain. Et donc, je suppose qu'au niveau macro, c'est la somme des niveaux de capital humain individuel de tous les agents semblables dans mon économie. Le alpha et le 1 moins alpha veut dire que j'ai des rendements d'échelle constants, et il reste à analyser le 1 moins U. Ça veut dire quoi le 1 moins U? Donc déjà, il faut expliquer le U. Donc le U, c'est un paramètre qui est strictement compris, qui est compris entre 0 et 1. Pas strictement, parce qu'il peut être égal à 0 ou égal à 1. Et ça montre la dimension du temps. Ok? Pourquoi la dimension du temps? Parce que j'étudie pendant un certain nombre d'années de ma vie, et le reste des années, je travaille. Donc j'étudie pendant un certain nombre d'années et je travaille pendant le reste. Et donc, si le 1 moins U représente la proportion du capital humain consacré à la production, cela veut dire que la proportion U, c'est la proportion du capital humain qui est consacrée à l'éducation. Et donc le 1 moins U, c'est la proportion consacrée à la production, et le U consacré à l'éducation. Puisque le 1 moins U, c'est la partie qui est consacrée à la production, cela veut dire que de l'ensemble de H, juste 1 moins U vont participer au processus de production. Et c'est la raison pour laquelle j'ai 1 moins U que multiplie H, qui fait partie de l'équation Y, de production, je veux dire. OK? Donc ça, c'est première équation dans mon modèle. Deuxième équation, c'est l'accumulation du capital physique. Donc c'est une équation normale où j'ai KT point qui est égal à SYT moins delta K fois KT. Donc rien ne change par rapport à ce qu'on a déjà vu dès le début. J'ai une deuxième équation d'accumulation du capital humain qui est H point T qui est égal à BU HT moins delta H HT. Et donc l'accumulation du capital humain, qui est mesurée donc par la variation du capital humain H.T, est égale à B. B, c'est un facteur d'échelle positif qui mesure, comme toujours, la productivité de l'éducation, comme n'importe quel autre paramètre dans les fonctions de production, par exemple. U, comme je l'ai dit, c'est le temps passé à la formation.
Parce que je vous rappelle que le 1 moins U, c'est la proportion qui est consacrée à la production, et donc le U, c'est la partie qui est consacrée à la formation ou à l'éducation. HT, c'est le stock de capital humain en T. Delta H, c'est le taux de dépréciation du capital humain. Et le HT, de nouveau, c'est le stock de capital humain. Et donc, pourquoi j'introduis un taux de dépréciation du capital humain? Parce que comme n'importe quel capital, ça se déprécie. Si moi, en tant qu'enseignant, je ne lis pas de manière continue, je ne fais pas de la recherche de manière continue, mon stock de connaissances va devenir oisif à un certain moment. Et vous, si vous n'étudiez pas de manière régulière, votre stock de connaissances va se déprécier. Et donc, il faut introduire un taux de dépréciation. Et alors, une hypothèse importante dans ce modèle, c'est que je suppose que le rendement du capital humain est constant. Et pourquoi? Parce que le rendement du capital humain, s'il est constant, cela veut dire que ça va mener à une croissance auto-entretenue. Et par la suite, ça peut mener à une croissance des grandeurs par tête à long terme. Et donc, on n'a pas de stagnation. OK? Et alors, le taux de croissance du capital humain, comment je vais l'obtenir? Donc, je vais diviser les deux membres de mon équation que j'ai ici au début de cette diapositive par H. Et donc, je vais obtenir le H point sur H. Ça va me donner le G qui est égal à BU. HT, je vais simplifier avec HT, moins delta HT qui sera simplifié aussi avec le HT. Et donc, j'aurai le taux de croissance du capital humain G qui est égal à BU moins delta H. Et on voit bien que le taux de croissance du capital humain, qui est donné par la deuxième équation ici dans cette diapositive, est proportionnel au temps consacré à la formation. Donc le plus U augmente, le plus le G augmente, mais bien entendu, là on suppose que le U est constant, et donc cela veut dire que le G sera constant, parce que le B et le delta sont deux paramètres. Et donc si la seule variable U devient constante, et ça c'est l'hypothèse que j'avais faite, cela veut dire que le G va devenir constant. Comment puis-je obtenir le sentier de croissance équilibré sur lequel donc la production et le stock de capital humain croissent au même taux? Donc je vais égaliser le GK, qui est le taux de croissance du capital physique, avec le GH, qui est le taux de croissance du capital humain, et je vais égaliser les deux, je vais les appeler un G au niveau de l'ensemble de l'économie. Et donc sur ce sentier, toutes les variables vont croître avec ce taux, puisque c'est un sentier de croissance équilibré. Et comme vous allez le voir dans le document PDF que j'avais envoyé, quand j'égalise les deux, je vais arriver à ce qui est noté là à l'avant-dernière ligne qu'on a ici, le K sur H étoile, qui est égal à 1 moins U que multiplie S sur BU moins delta H plus delta K, le tout puissance 1 sur 1 moins alpha. Et donc, les détails de cette dérivation sont bien expliqués dans le document PDF que j'ai envoyé, mais on voit bien que c'est plus ou moins la transition vers le sentier de la croissance équilibrée qu'on a vu dans le modèle de Solow, mais elle est plus complexe. Pourquoi elle est plus complexe? Parce que j'ai plus de variables. J'ai le 1 moins U qui représente la partie qui est donnée ou bien qui est attribuée à la production, donc ça c'est 1. Et 2, j'ai le paramètre d'échelle qui mesure la productivité de l'éducation qui est B, et j'ai le U qui représente le temps passé à la formation. Et donc on voit bien que le plus U augmente, donc le plus U augmente, le plus le 1 moins U va baisser, et le plus le K sur H va baisser.
mais en même temps, le plus U augmente, puisque c'est au dénominateur, et c'est puissance 1 sur 1 moins alpha. Et donc, cela veut dire que ça va avoir un impact différent sur K sur H. Et alors, sur le sentier de croissance équilibrée à l'état stationnaire, le K sur H, il va devenir constant et il va valoir donc cette valeur. Et donc, le plus le taux d'épargne augmente, le plus le K sur H augmente. Le plus la dépréciation donc que ce soit du capital humain ou du capital physique, comme les deux sont au dénominateur mais avec des signes différents, donc ils vont avoir un impact différent sur K sur H. Et c'est principalement l'idée donc de ce modèle de capital humain de Lucas, où le temps passé à l'éducation par rapport au temps passé à la production, ou la proportion attribuée à la production, vont affecter le capital, le ratio entre le capital physique et le capital humain à l'état stationnaire. En général, un modèle qui est très proche du modèle de Solow avec progrès technique neutre au sens de Harrod, dans le sens où il affecte donc le capital, la main d'œuvre, sauf que le taux dans ce cas, le taux de croissance, il est égal à BU moins delta H comme je l'avais déjà présenté. Et là, il existe un mécanisme qui est absent du modèle de Solow. Pourquoi? Parce qu'il existe un arbitrage entre est-ce que je vais travailler ou bien je vais me former, puisque le temps total qui est disponible, il est fini, donc je dois répartir ma durée de vie entre deux options, soit travailler, soit produire. Et bien entendu, la question qui reste, c'est comment par la suite choisir la fraction U qui est attribuée à l'éducation et 1 moins U qui est attribuée à la production. Donc ça vient de deux choses. D'une part, ça vient d'une décision de l'État qui dit par exemple qu'il y a une partie de l'enseignement qui est obligatoire. Par exemple, jusqu'au cycle préparatoire, c'est un enseignement obligatoire et après ça devient optionnel. Parce que peut-être que le plus l'État rend l'enseignement obligatoire, le plus la main-d'œuvre sera qualifiée et le plus ça améliore la croissance au niveau macro. Ou bien ça peut être une décision privée au niveau microéconomique, parce que moi peut-être au niveau microéconomique, je vais décider de continuer mon éducation, mais quelqu'un d'autre va décider d'arrêter son éducation après l'enseignement secondaire, par exemple. Et bien entendu, la notion de capital humain, elle reste aussi peu explicitée. Pourquoi? Parce que ça peut relever d'un bien privé, un bien privé dans le sens où le plus, moi, au niveau individuel, je l'accumule, le plus ça améliore mes compétences et par la suite mon salaire réel, ce qu'on avait déjà vu dans le modèle à capital humain de Mincer, mais aussi, ça peut être un bien collectif. Parce que le plus nous tous on habite dans une société où tout le monde est bien éduqué, le plus la société va bénéficier d'un stock de savoir social parce qu'on sera mieux informé, on sera des citoyens libres et informés qui sont capables d'avoir un esprit critique et par la suite qui sont plus productifs et ça crée des externalités au niveau de la société et par la suite au niveau de la croissance économique de manière générale. Et ça, on conclut le modèle de Lucas. Bien entendu, il faut absolument lire le papier de Lucas que j'avais mis sur ma page. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler et on reparle donc de ça mardi à 11h. Merci.